Fifi, elle accouche quand? Septembre. Ah, c'est bientôt. Et alors, c'est un garçon ou une fille? C'est un garçon. Il a pas mis. Allez, serrez bien le poing. La pluie, elle fait du bien. Hein. Oui, mais la chaleur, hein, c'était dur. Hein. Et vous avez des fruits, vous? Vous avez eu des fruits? J'ai rien. Les prunes, il n'y en a pas eu? Il n'y en aura pas? Vous n'avez pas eu de cerises? Rien du tout. J'avais des belles pommes qui étaient vraiment belles. Hein. Oui. Ben, j'ai rien. Vous m'avez gâté encore comme ça? J'ai fait un thé au citron pour le petit déjeuner. C'est bien? C'est super. Une petite bouteille. Là, je vous rendrai votre... Oh, pas par la suite, parce que, oui, s'il vous plaît, si vous y pensez comme ça. Qu'est-ce que vous êtes gentil. La dernière fois, c'était les beignets de carnaval. Oui, oui, je me souviens. Je suis très touché. Merci encore, Il y a Huguette. pas de moi qui vous remercie bien. Allez, ma petite Huguette, je vous fais la bise. Et puis, merci, dans docteur. 2 mois. Oui. Merci oui. encore. C'est moi qui vous remercie. Allez. Voilà. Pour moi, être généraliste, c'est d'abord être un médecin de famille. Et un médecin de famille, qu'est-ce que c'est? C'est un médecin qui est amené à suivre plusieurs générations. En ville, si vous voulez, les enfants sont plus dispersés. À la campagne, il n'y a pas beaucoup d'industrie. Si le fils travaille chez Peugeot, le père travaillait aussi chez Peugeot et le grand-père travaillait chez Peugeot. Donc souvent, ils restent même dans le même village. C'est pour ça que je soigne des fois 3-4 générations d'une même famille. Encore aujourd'hui, ça m'arrive de découvrir l'arbre généalogique qui me fait dire « Ah bah celui-là, c'est le cousin de la tante de celui-là. » Donc c'est très drôle. Et en fait, chaque patient, il faut le mériter à chaque coup. Et ce d'autant plus que si on perd un patient, on peut en perdre 10. Puisque toute la famille vit assez rapprochée. Et donc si par exemple je fais un manquement professionnel avec l'oncle, le cousin, le neveu, le frère, je risque de les perdre de la même façon. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas connaître en ville. Bonjour, c'est le docteur. Le diabète, ça va? J'ai presque un grand de veine, pas plus haut. Bon, il y a toujours des triglycérides chez vous, mais depuis 30 ans, il y en a. Allez, génial. Portez-vous bien. C'est pas mal. Non. Vous buvez beaucoup? Oh, je bois un verre de vin à midi, c'est tout. Non, mais de l'eau. De l'eau. Non, non, je bois pas de Ne vin. faites pas boire d'eau de vin, surtout. Si, si, il peut. Il peut quand même. À midi, je bois un verre de vin. Vous avez Le soir, raison. c'est de l'eau. Moi, ce que je voulais, c'était faire une médecine globale. Je fais de la cardio, bien sûr, j'ai un électrocardiogramme, je fais de la rhumato, je fais beaucoup d'infiltration. J'ai même fait des plâtres au début, j'étais là. Maintenant, je n'oserais même plus faire des plâtres parce qu'on me prendrait pour un fou. D'ailleurs, à celui-là, j'ai fait un plâtre sur un mouton. Aujourd'hui, heureusement que je fais tout ça, parce que pour avoir un rendez-vous auprès des spécialistes, ça demande du temps. Et j'estime qu'on fait gagner beaucoup d'argent et du temps à tout le monde, parce que si vous faites une infiltration parce que vous avez une tendinite de l'épaule, si vous la faites tout de suite, le patient est soulagé. Si vous attendez le rendez-vous 15 jours, 1 mois pour que le patient ait l'infiltration auprès du spécialiste, le patient risque d'être en arrêt maladie pendant 15 jours ou 1 mois pour seulement avoir un rendez-vous. Donc là, je veux dire, on est efficace. C'est bien, tu n'as pas pleuré cette fois-ci. C'est grand. Tu deviens grand. Avant, j'étais obligé de te courir autour de la table.
courir après. Quand on est médecin, on a des confidences, on sait plein de choses que même le mari, la femme ne sait pas, que le père ou le fils ne connaît pas. Ok, bon. À 15 jours, je t'ai connu à 15 jours, 3 kg 750. C'est une prise en charge globale du patient. Je l'oppose, sans faire de discrimination, au spécialiste qui, lui, soigne l'organe. Nous, nous soignons l'humain. C'est-à-dire qu'un patient qui fait un infarctus, le cardiologue, il fait le diagnostic, il le soigne, et moi je sais pourquoi il a fait son infarctus, c'est parce que sa femme l'a quitté ou que son fils se drogue. Moi je prends le patient avec son infarctus, mais aussi avec ses problèmes. Et ça, c'est la richesse de ce métier et la difficulté. C'est la grande difficulté aussi, c'est qu'on ne soigne pas un organe, on soigne un être humain. 89, 90, oh mon Dieu. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Hein? Depuis 50. 50 ans? Non, depuis 50. Ah, 1950? C'est ma date de naissance, 50. Hein. Ça fait quand même 67 ans tout ça. Oui, Hein? c'est ça. Eh ben, c'est beau. Voilà. Alors c'est les noces de quoi alors? Ça n'existe plus les J'en sais rien. Si. Le diamant, on est passé au diamant là déjà. Mettez la main gauche sur l'épaule droite et soulevez le coude. Ça fait Bon, mal? là, ça me fait mal. Oui. Et ça vous fait mal où? Tout ça. Oui. Oui. Appuyez sur ma main. Appuyez. Ce mouvement-là fait mal? Je le sens, Oui. mais enfin. C'est surtout celle-là qui fait mal. Pourquoi je ne peux pas lever les bras pour chercher dans. Pourquoi vous ne pouvez pas lever les bras? Ouais. Bah parce que vous êtes fatigué. Vous croyez, c'est ça? Vous avez, non, mais manifestement, si vous voulez, vous avez peut-être ce qu'on appelle un syndrome sous-acromial, c'est-à-dire les muscles, les tendons et muscles qui sont effilochés, D'accord. et vous n'avez plus de force. Oui. En fait, vous n'avez plus de force pour lever les bras. Je ne peux pas, il n'y a rien à Ouais. faire. Bon, on va faire quand même des radios. Puis l'autre aussi, maintenant, me fait mal. On fait les radios de la colonne dorsale pour voir s'il y a des tassements vertébraux, Oui. colonne dorsale lombaire et une radio de l'épaule, Oui. pour voir ce qui se passe. D'accord. Mais à mon avis, on ne va pas trouver que des belles choses. Oh, ça, je m'en doute. Oh, bah, tu es gentil. Tu es très gentil. Tu ne me griffes pas, c'est bien. Il apprécie mon écriture. Ah, ça doit Lui. être ça, oui. Lui, il apprécie. Les personnes âgées, j'ai souvent un accueil très chaleureux parce que c'est hélas parfois la seule visite mensuelle qu'elles peuvent avoir. Et bon, alors c'est vrai que des fois elles nous appellent pour un peu de la bobologie et je sais que ma venue fait partie du traitement placebo comme on dit et j'ai pas besoin de donner beaucoup de médicaments mais bon, elles sont rassurées, elles ont été contentes de voir le médecin parce qu'effectivement, elles souffrent d'isolement, elles ne voient pas grand monde. Un médecin généraliste, c'est un médecin de premier recours. C'est-à-dire que ça ne va pas, ben on va voir son généraliste. Le poignet. Le poignet, je ne peux pas le bouger. Après, je dirais, c'est aussi un médecin de proximité. Attends, tourne ta tête, chouchou. C'est un médecin qui doit avoir des capacités d'écoute. Très souvent, dans le discours du patient, on retrouve 70% du diagnostic. Et vous ressentez de l'accident, vous êtes mieux? J'ai toujours, ça commence à aller mieux d'un certain côté, mais par contre là ça me tire toujours au niveau de la ceinture et puis au niveau. Si vous voulez, moi je fais des diagnostics par la poignée de la main et en regardant les gens. Vous souffrez de nulle part. Heureusement, Hein? ça ne frappe pas. C'est parce que j'ai peur de ça. Ah ben, je J'ai comprends. peur que ça vienne mauvais, mais c'est bon. C'est un médecin qui doit avoir des capacités d'empathie. On doit savoir deviner ce qui se passe dans la tête des gens pour mieux les soigner. Et puis aussi des capacités, je dirais, d'adaptation.
Parce que chaque patient est différent. Le discours que je tiens à Paul, je ne pourrais pas le tenir à Pierre, même s'ils ont les mêmes symptômes. Je dis qu'il faut le faire au moins 2 fois par jour. Il faut que je dise comment pour que tu le fasses. Il faut que je me fâche. Oui, il faut que tu te fâches un peu. Ah oui, mais Ah oui, ça serait mieux. Alors c'est vrai qu'il y a le côté technique, il y a le côté savoir-faire, le côté expérience, mais il y a surtout les qualités humaines. Et ça, je crois que c'est primordial. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Ah ben, elle a fait une crise, et puis... Elle est tombée? Non, au lit. Au lit? Oui, au lit. Oui. Je voulais la lever, puis... alors, ma foi, elle s'est débattue, elle refaisait de la vie et tout, alors... j'ai dit, ça va se passer. Il y a longtemps qu'elle n'avait pas fait une? Oui, il y a un moment qu'elle Oui. n'avait pas fait une nuit. Et elle a mal dormi cette nuit? Oui, elle ne dort plus bien. Bonjour. Alors, je voulais vous demander, justement, docteur, Oui. si il y avait possibilité de faire passer une radio de sa chambre gauche, de son genou et de sa hanche, parce que avant qu'elle soit malade, elle se plaignait quand même qu'elle avait de l'arthrose. Mais maintenant, elle ne pose pratiquement plus la chambre gauche. Oui. Oh, vous étiez vers C'est tout, vous voyez, il n'y a aucun tonus. Elle décolle. Hier, ma fille voulait que je l'achète. Et oui, elle bouge l'autre. Oui. Hier, on voulait que je l'achète un manteau, mais pour essayer de... Moi, je pense qu'elle a fait un accident vasculaire. Je pense qu'elle a fait un... C'est pas réparable. Ah ben, un accident vasculaire, non, il faudrait... il faut faire la rééducation, mais pensez bien, la rééducation chez elle, ça va être... on va plus l'embêter qu'autre chose. Elle est raide, vraiment comme une... Ah, elle est plus que raide, pour la déshabiller, l'habiller... Ouais. Donc, je crois que là, mon pauvre, il faut vous dire que tous les efforts que vous avez faits, bon ben, grâce à vous, elle a pu aller très loin au niveau de la prise en charge de l'autonomie, au niveau de la marche et tout ça. Mais maintenant, je crois que tous ces aides techniques ne pourront pas vous la rendre comme avant. Le bonheur du malheur, ils ne le discernent plus. Par contre, ils sont dans un autre monde et je crois que ce qu'il faut, c'est cultiver le contact, la parole. Ça, pour elle, c'est capital. Elle sera perdue. Imaginez que vous ne soyez pas là, là, elle paniquerait. Elle venait avant me voir au cabinet, bon, elle perdait la tête, mais bon, là, c'est grabatisation et c'est... Finir comme ça, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Et puis c'est surtout la souffrance de son mari qui est difficile à supporter Enfin, personnellement, je suis touché parce que c'est un homme exemplaire qui a voulu absolument garder sa femme à la maison et donc il vit ça très très mal. Il vit ça comme un échec. Alors... Oui, allô? Allô? Attends, je t'entends. L'extérieur sur le bas, il est bouillant. Il est brûlant. Le genou est brûlant, d'accord. Et elle a mal? Ça fait mal. Oui, il lui fait mal. Alors là, il fait chaud, il fait une chaleur terrible. Et puis, elle a froid. Oui, bon, alors, tu lui dis que je vais passer. Dans l'immédiat, donne-lui un Doliprane. Et puis, mets-lui une poche de glace sur le genou. Puis, je vais la rassurer, je vais venir la voir. D'accord? D'accord, voilà. très bien. Et puis, je passe la voir tout à l'heure. Okay. Pas tout de suite. Hein, il est 19h30. Oui. Pas tout de suite, ok? Allez, à tout à l'heure. Enfin. À tout à l'heure, je vous remercie. Il fait partie de notre famille presque. Ah oui. Il est toujours présent. Ah oui, toujours oui. Toute heure de la nuit, du jour, n'importe quand, on peut l'appeler. Ah oui. Il est là. Puis le docteur Journiac, avant, lui, il venait en pyjama, je me rappelle le téléphone. Ah oui, on l'a vu aussi. Oui. C'est un rythme de vie un petit peu quand même épuisant. Hein. Épuisant. Bah oui, il a 2 ans de moins que moi, je crois.
je suis de garde 24 heures sur 24 pour mes patients. Je veux rester dans la continuité du soin et ils savent qu'ils peuvent m'appeler. Mais c'est moi qui le veux bien d'avoir travaillé comme ça. J'impose rien à personne. Oui, c'était vraiment localisé ici. Là. J'ai voulu assurer une permanence des soins, une continuité des soins. Mais c'est vrai que j'apprends des fois qu'il y a des patients qui m'ont épargné et qui ont appelé le SAMU, qui ont allé directement à l'hôpital parce qu'ils se rendent compte qu'à 68 ans, je commence à abuser un petit peu et que les lendemains sont difficiles quand on a été appelé la nuit. Alors, j'insiste sur une chose, c'est que pour faire ce métier avec autant d'investissement, il faut être super bien accompagné. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer mon épouse. Elle m'a toujours accompagné. J'ai la chance aussi qu'elle m'a déchargé d'une grosse partie qui est chronophage aussi, c'est le côté administratif, c'est-à-dire c'est elle qui s'occupe de tout. En contrepartie, dès que je ferme la porte, la médecine, elle n'en entend pas parler. C'est ça d'ailleurs qui a fait vivre notre couple et qui nous a permis aujourd'hui d'arriver à ce stade et on s'aime comme au premier jour. Il y a un patient dans une famille d'accueil qui a fait un malaise apparemment. Donc la famille d'accueil a appelé le SAMU qui lui a dit qu'il ne se déplaçait pas, qu'il fallait appeler le médecin traitant. Donc je vais y aller. Là c'est une obligation puisque le SAMU se décharge et c'est à moi d'assurer l'urgence. Je ne sais pas quel est le degré d'urgence, mais bon voilà. Écoute, c'est Serge, Cécile, elle est au-dessus, Oui. la validée de tension. 22, je vais y aller. J'ai appelé le SMUR. Mais non, mais ils ne viennent pas, le SMUR, ils m'ont dit de venir. C'est où? Oui. Je sais pas où pour aller. Au-dessus. Par où je passe? Mais le SMUR ne veut pas venir. Ils m'ont dit, Len ira. Oui, bah, j'ai appelé le docteur, mais j'ai dit qu'il doit être débordé, le pauvre. Ah oui. Donc, voilà. Serge, ça va? Vous avez mal quelque part? À la gorge? Ah ben nous l'a bien. La gorge plutôt. Donnez-moi le bras, Serge. C'est mon gosse qui est venu, on l'a relevé à 3. Hein. Essayez de vous lever. Allez, tu te mets bien, les Pas pieds de mots, bien à apparemment. plat. Allez, tu essayes de marcher. Regardez-moi. Non, 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 non. Serge, regardez-moi. Non, c'est moi que vous regardez, Serge. Vous allez suivre mon doigt avec vos yeux et vous regardez mon doigt. Regardez mon doigt, Serge. Non, mon doigt. Je comprends rien. Non, non. Ça tourne là? Oui? Bon, de toute manière, on va pas le garder ici parce que ça va finir par se même. On va le mettre. Ah oui, autrement je vais. Non, non, tu peux pas, tu peux pas. Allez, on se couche. Depuis samedi, mais tu vois, si j'appelle Patrick, c'est qu'il y a une urgence. Autrement, j'appelle jamais en dehors. Ne te fais pas de soucis. Hein, Ok, ben on va l'hospitaliser. On appelle une ambulance. L'ambulance, elle n'appelle pas le SMUR. Non, non, mais c'est moi qui. Je vais appeler. Là, c'est pauvre. Allez. Oh non. Oui, docteur Len, bonjour. Est-ce qu'il serait possible de venir chercher en ambulance un patient pour l'hospitaliser sur Trévenant, s'il vous plaît? Ambulance couchée. Couché, oui. C'est quoi votre délai? À Champais, Champais. Quelqu'un que vous connaissez. Il est quelle heure? Oui, dans 1 heure, oui. Oui, bah, je vais donner un cachet au patient. Et puis, ok. Merci, c'est gentil. Allez, au revoir. Le problème du SAMU à la campagne, c'est qu'on ne l'a pas sous la main. Et je comprends pourquoi les médecins veulent s'installer en ville, parce que le SAMU, tout de suite, il bascule sur le 15, donc les gens appellent le SAMU directement. Ici, ils savent que le SAMU n'est disponible que sur les lieux qu'au bout de 35 minutes ou 3/4 d'heure.
de mes difficultés, c'est la gestion du temps. Mon stress, c'est ma montre. Et le deuxième stress, c'est de dire non, je ne peux pas y aller. Je me trouve dans une problématique des fois où je sais que, par exemple, un matin, j'ai tant de visites à faire, je sais que ces visites rentrent dans la tranche horaire où je peux travailler, mais à partir du moment où se greffent là-dessus des urgences, ça devient déstabilisant. Ça c'est du stress. J'ai eu des parents qui étaient médecins tous les deux. Mon père était généraliste à Annecy et ma maman était pédiatre. Bon, j'ai grandi, j'ai fait mes études de médecine parce que finalement, ce n'était pas pour faire comme papa-maman, parce que mon père m'avait d'ailleurs dissuadé de faire médecine parce que j'étais pas forcément très brillant au lycée. Et j'avais franchement l'envie de faire médecine parce que c'était un peu ce côté de rendre service. Et c'est ça qui me plaisait. Moi, comme je me destinais à la médecine générale, j'ai fait mes 3 ans d'internat, et même un peu plus, à Vesoul. Et finalement, l'internat ne me suffisait pas. Il fallait aussi que j'aie une expérience du libéral. Donc j'ai passé tous mes week-ends et toutes mes vacances à l'époque à faire des remplacements de médecins de campagne. Et là, je me suis éclaté parce que j'ai ressenti le côté relationnel qui me satisfaisait parfaitement. C'était vraiment une médecine qui me plaisait. J'ai fini mon internat à Vesoul et c'est là que j'ai eu la chance et le bonheur de rencontrer mon épouse qui, elle, était déléguée médicale. Et moi, j'ai eu le coup de foudre. Je me suis épris d'elle et au bout de 3 mois, on s'est mariés. Et nous sommes mariés donc depuis 36 ans. Je faisais un remplacement à Vesoul et l'ordre des médecins me téléphone en me disant voilà Laine, je sais que vous cherchez un cabinet médical, voilà, vous avez une opportunité. Et donc je me suis installé le 12 janvier 1983. J'ai commencé à travailler et j'ai eu une patientèle qui est revenue me voir par curiosité ou qui était fidèle à mon prédécesseur. C'était pas gagné d'emblée. Et je me suis quand même endetté au départ, j'avais pas un sou, je me suis endetté, j'ai racheté la moitié d'une annuité, ce qui représentait déjà une certaine somme. Voilà mon histoire. Et ça fait donc 35 ans, plus de 35 ans que je suis à Soldon. À l'âge de 65 ans, je me suis dit, il va falloir partir à la retraite. Mais je m'étais rendu compte que mes confrères qui étaient autour, eux aussi, avaient des difficultés déjà. Donc j'ai fait appel à l'Ordre des médecins, à l'ARS, j'ai fait appel aussi à un organisme privé pour trouver quelqu'un. Ça m'a coûté la peau des fesses pour trouver personne. Donc un jour, je rencontre un patient et je lui fais part de mes difficultés. Il me dit, alors docteur, vous avez 65 ans, j'espère que vous allez partir en retraite. Je lui dis, non, je trouve personne. Donc il me dit, mon fils, lui, il cherchait du travail, et puis au Bon Coin, il a trouvé une annonce, et du jour au lendemain, il était embauché. Ça fait tilt dans ma tête, et je lui dis, tiens, pourquoi je ne passerais pas une annonce dans le Bon Coin? Donc je mets une annonce comme quoi je cède ma patientèle gracieusement avec le mobilier et le matériel médical. Je me suis dit, je vais avoir un afflux massif de médecins, il va falloir que je sélectionne le bon. Finalement, j'ai fait un gros buzz médiatique, mais j'ai eu pas du tout de candidats à l'installation. C'était plus des curieux qu'autre chose. Mais bon, pour le moment, j'ai personne pour me succéder. Les enfants de Julie. Comment ils s'appellent, les enfants de Julie? Léna et Milan. Vous voyez quand vous faites un effort. Et toujours personne. Pour le moment, personne. Ils sont pas sympas. Mais nous gardons espoir. Tirez la langue. Elle est belle. Elle est bien hydratée.
pense que la médecine générale a perdu beaucoup de pans d'activité. Et aujourd'hui, c'est vrai que la médecine générale a peut-être moins d'attrait. Il y en a un bon qui remplace le week-end. Il ne veut pas. On voudrait bien qu'il trouve quelqu'un. Hein? C'est normal. Parce que c'est la vie, ça Oui, tourne. parce qu'il ne veut pas aller. Puis dans le sur fond, on se dit, non, à plus va durer, à mieux, c'est pour nous. C'est égoïste, hein? Hein? De quoi? Mais dans le fond, Oui. on voudrait bien que vous trouviez quelqu'un de bien. Mais ça ne vous arrange pas que je m'en aille quand même. Et ben voilà. Vous êtes tous pareils. Hein. Vous êtes tous vraiment des égoïstes. On est égoïste, hein? Ah oui. Mais je vais trouver. Ah ben oui, il faut toujours avoir espoir. Il y a toujours une solution dans un problème. Voilà, tout à fait. Il faut être optimiste. Il ne faut pas qu'on déprime hein, aussi, s'il s'en va. Et oui, ça c'est... Oui, oui, faudra s'accrocher. Oh mon Dieu. Bonne année, hein, docteur. Qu'on puisse avoir un remplaçant au moins. Parce que c'est ça que je vous souhaite. Hein. Oui. Puis avoir la santé pour vous continuer après votre retraite. Vous savez, ça fait déjà un bout de temps que je cherche J'aimerais bien vous voir justement avec un remplaçant. Quoi. un successeur, oui. Ah, oui. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir quand on n'aura plus le doctorat? Mais on va tomber malade. Oh, je ne suis pas encore parti. Je reste pour des, vous je le reste restez pour pour des vous. grands-mères comme vous. Oui, voilà, exactement. Moi aussi, André. Je suis désolé, je ne vous l'ai pas dit encore, mais je vous souhaite une bonne année puis une meilleure santé, mon pauvre André. Hein? Et plein de courage surtout. Hein? Parce que ça, c'est pas facile. Hein? Je sais. Allez-y, respirez fort. Fort. Tellement à dire sur ces médecins, les compagne surtout, docteur Laine, qui d'ailleurs en fait vraiment de trop, faut reconnaître. Hein. Jamais trop. Oh si, docteur, vous en faites vraiment de trop. Il faut déjà, pour vous remplacer, au minimum 2 personnes. Ah oui, ça. Il faut déjà 2 médecins. Ça, tout seul. Donc, à votre tête, qu'est-ce qu'on va devenir, nous? Je vais essayer de trouver une perle. 2 perles, s'il m'en faut 2. On va faire un collier, hein, du coup. Une rivière. Ah oui. Ah oui. Donc, franchement, ça va être avec tristesse et beaucoup de pleurs, je pense, quand il va partir. Parce que on ne pourra pas remplacer des médecins comme ça. Lui aussi, il a des ennuis, hein. Quels ennuis? J'ai mal au dos. Il a mal au dos, il est comme moi aussi j'ai mal au dos, docteur. Moi aussi j'ai mal au dos. Bon, allez. Depuis un certain temps, je souffre du dos, mais ça va de pire en pire. Alors c'est météo dépendant, j'ai l'impression. Mais je pense aussi que, comme on le dit, j'en ai un peu plein le dos. Alors c'est vrai que je porte une sacoche qui est très lourde, ça me déséquilibre. J'ai des disques qui sont usés, qui sont abîmés. Mais je pense qu'il y a aussi une part de saturation. C'est vrai que... Je suis infirmière libérale dans le secteur depuis 2012 et donc je travaille en collaboration avec Dr Laine depuis 6 ans maintenant.
Oui, forcément, depuis qu'on sait que Dr Laine veut reprendre sa retraite, on se pose des questions parce qu'on se dit effectivement, s'il vient partir, le cabinet fermé, nous, il y a une répercussion sur nous aussi, sur notre activité, ça c'est certain. Et puis les patients aussi nous en parlent beaucoup. Les patients ont une crainte, ils se demandent où ils vont aller, comment ça va se passer par la suite. Nous, sans ordonnance, on ne peut pas travailler. Je veux dire, au niveau de la sécurité sociale, si on ne peut pas faire des actes, si on n'a pas d'ordonnance à l'appui, donc ça risque d'être très très compliqué pour la suite s'il n'y a pas de repreneur. À long terme, à mon avis, il y aura des super infirmières ou des super Ouais, infirmiers. ils en parlent déjà. Et il n'y aura plus de médecins généralistes. Voilà. Aujourd'hui, le généraliste, il risque d'être un officier de garde de triage. Il va faire du courrier toute la journée pour envoyer tel chez le dermato, en espérant qu'il y en a encore, le cardio et tout ça. Donc le problème est compliqué. Mais je reste encore. Moi, je partirai en même temps que vous, moi, Ah, pour vrai. Mais j'attends, je vais trouver quelqu'un. Ah bah oui. Je vais trouver quelqu'un. Le médecin généraliste est un ciment social. C'est-à-dire que, outre le fait que s'il vit dans un village, il n'y a plus de désert médical, ça c'est sûr, mais le médecin généraliste qui se trouve dans un village fixe une population et crée de l'emploi. C'est-à-dire qu'il fait travailler la pharmacie, il fait travailler les infirmières, il fait travailler les aides-soignantes, donc il crée des emplois de par son activité. Si je m'en vais, il y a des gens qui vont être en difficulté. Donc c'est vraiment un problème. C'est un problème aussi économique, c'est un problème social, c'est un problème à tous les niveaux. Dites, votre remplaçant, j'en suis pas contente. Hein. Ah, pourquoi? Parce qu'il devait venir samedi. Oui, mais je sais. Ne lui en voulez pas, il était surbooké. Je lui ai téléphoné encore à 14h. Oui. Il m'a dit, bon ben je viendrai. Ben là, j'entends toujours. Eh ben, le Père Noël, c'est moi. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir un remplaçant, c'est un bijou. Il est très consciencieux, très professionnel, beaucoup d'empathie. Ça ne vous dérange pas? Ça me parle. Non. Ils ont chaque fois le même aspect. Oui. Il me remplace maintenant de façon très régulière. Ça me donne des repères pour me ressourcer et partager des choses avec ma petite femme. Vous piquez aussi bien que le docteur. J'ai bien senti. Mais hélas, il va me remplacer jusqu'à la fin de l'année et après, il me quitte pour faire de la chirurgie. J'aimerais me destiner en fait à de la chirurgie probablement orthopédique. Mais en tout cas, exercer de la chirurgie, c'est même la raison pour laquelle en fait, je m'étais inscrit en médecine initialement. Très bien, très vite. Je ne sais pas si c'est propre à notre génération, mais j'arrive à comprendre que malheureusement la campagne chez une majorité de personnes en fait souffre d'un défaut de dynamisme et puis d'un manque d'attractivité. Je comprends que ça puisse générer l'angoisse qui est légitime, mais c'est sociétal, quoi. Je veux dire, malheureusement, le monde rural va être moins bien desservi par la fonction publique de plus en plus. Moi, j'y suis pas pour grand-chose. J'aurais voulu que ça soit autrement. Bonjour, monsieur Taléo. Bonjour. Venez, je vous en prie. Toujours monsieur Taléo. Remplacer assez régulièrement monsieur Laine, ça m'a apporté un enrichissement au niveau professionnel, avec une expérience que j'aurais pas pu avoir autrement. J'ai prévu une IRM. Et puis également sur le plan humain, ça a été valorisant. J'en garderai que des bons souvenirs. Il y a une évolution dans le mode d'exercice de la médecine. Les jeunes médecins, et je le comprends parfaitement, ne veulent plus travailler comme leurs aînés. C'est-à-dire qu'ils veulent privilégier leur vie privée. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut un jeune médecin et demi, voire 2 médecins pour remplacer un médecin qui part à la retraite. Deuxièmement, ça va un peu dans le même sens,
c'est que la médecine se féminise. Qui dit féminisation de la médecine dit davantage de temps partiel, et on le comprend, davantage de vie salariée, on le comprend, et davantage de ville. Pourquoi davantage de ville? Parce que ces jeunes femmes ont le droit de se marier, et que le mari, en conséquence, aura plus de possibilités de trouver du travail en milieu urbain qu'en milieu semi-rural. Et puis alors les gamma GT sont en 192, il faut vous arrêter de boire, hein, jeune. Hein. Vous ne buvez pas en cachette? Ouais, du vin, oui, c'est qu'ils boivent du Je vin. vois les petites bouteilles, là, voyez. De Fortimel. Eh ben oui. Ça fait pas grimper les gamma C'est pas GT. ça qui veut me faire. Ah, mais je ne sais pas ce qu'il y a, je vois bien que c'est vaincu. Les jeunes médecins ne sont pas comme leurs aînés qui travaillaient en solitaire, veulent volontiers travailler en groupe, et ça c'est très bien, parce qu'il y a un partage du temps de travail, partage des responsabilités, ils peuvent se concerter pour parler d'un patient qui est problématique. Alors c'est pour ça qu'on crée des maisons de santé, on crée des regroupements, mais si je crée des maisons de santé, ça veut donc dire qu'il va y avoir une disparition des médecins dans certains villages, et on va regrouper dans une ville un peu plus grosse une maison de santé, mais que vont devenir ces personnes âgées qui n'ont pas d'autonomie, qui n'ont pas de possibilité de se déplacer? Que vont devenir ces personnes? Là, je pars sur Héricourt pour un débat public concernant le domaine de la santé dans nos territoires. Je suis un peu en retard, mais bon, je vais y arriver. Le médecin généraliste, c'est une espèce qui est en voie de disparition. Il faut savoir que l'âge moyen des généralistes en France est de 52 ans et que 26% des généralistes ont 60 ans et plus. Les généralistes en 2016 étaient 89 000 et on a noté une baisse des généralistes de 8% en 10 ans sur la période de 2007 à 2016. Cette baisse pourrait se traduire par la perte d'un généraliste sur 4 sur la période de 2007 à 2025. Vous vous rendez compte, un généraliste sur 4. Et il faut savoir que dans certains bassins de population, 100% des médecins généralistes ont plus de 55 ans. Donc vous imaginez dans 10 ans ce que ça va donner. Et si les effectifs se maintiennent, et bien finalement c'est grâce à des gens un peu comme moi, qui sont des retraités, qui ne touchent pas leur retraite, mais qui continuent de travailler. Moi je vais bientôt avoir 68 ans. Alors c'est vrai que la médecine générale, on est le parent pauvre. Nos maîtres dans les facultés souvent disaient « si vous êtes mauvais, vous serez généraliste dans le Limousin ». Parce qu'on cultive l'élitisme à l'hôpital, et les généralistes, c'est forcément ceux qui ont eu un échec. Ce qu'il faut savoir donc, c'est qu'un diplômé de médecine générale sur 2 ne s'installe pas en médecine générale. Qu'il s'oriente soit vers la médecine salariée, donc à l'hôpital, ou vers une forme d'activité non généraliste, c'est-à-dire l'acupuncture, l'ostéopathie, l'homéopathie, où il exerce des professions non soignantes. Il y a même pas loin de 25% qui ne s'inscrivent pas à l'ordre des médecins. Les jeunes médecins aujourd'hui sont formés dans un esprit d'équipe. Ils souhaitent travailler de façon encadrée dans des centres de santé, dans des structures hospitalières, dans des cabinets pluridisciplinaires. Donc, effectivement, si on n'a pas créé le cabinet pluridisciplinaire à Solno, on aura du mal de trouver des médecins. Il y a longtemps, le choix d'être généraliste était un choix volontaire et noble. On parlait même de vocation. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de vocation du fait de ce drame du numerus clausus qui a sélectionné par les maths les étudiants en médecine. Pour moi, la profession de médecin généraliste, c'est un métier de service public. J'estime que quand on a la chance de faire des études de médecine en France, à la différence du Canada ou en Angleterre par exemple, où les études sont très chères et si vous n'êtes pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, vous ne pouvez pas faire médecine. Alors qu'en France, vous pouvez être fils d'ouvrier ou fils de médecin ou de garagiste, vous pouvez faire médecine. Et vous pouvez faire médecine grâce à qui finalement? Eh bien grâce aux impôts des contribuables qui ont payé nos chers professeurs, nos chers maîtres, à nous enseigner une médecine de qualité. Pourquoi aujourd'hui ces chers étudiants qui sortent ne feraient pas 1 an dans les endroits où il manque des médecins? Je ne dis pas 3 ans, mais 1 an.
Et je pense qu'à Solno, ils trouveraient certainement leur place comme dans d'autres villages. Franchement, depuis 30 ans, on propose des mesures incitatives en permanence. On a tout essayé. Les déductions d'impôts, le fric à donner. Ben pour le moment, ça ne donne rien. La deuxième chose qu'on nous dit pour le numerus clausus ou pour la liberté d'installation, on nous dit on ne va pas mettre des médecins là où il n'y a plus de services publics. Les services publics en France reposent sur l'égalité, la solidarité, la continuité. Si on enlève un des maillons, on perd. On perd notre société. Tous ces patients que je vois en visite, enfin la plupart, je dis pas tous, mais comment vont-ils faire pour se déplacer, pour voir un médecin? La solution, c'est soit on va voir le médecin en ambulance ou en VSL, donc au niveau du coût, ça va pas être triste, soit on va aller à l'hôpital, et on ira d'autant plus à l'hôpital qu'on ne verra pas le médecin souvent, puisqu'il ne se déplace pas. Donc finalement, je crois qu'il y a quand même une politique de santé à revisiter. La télémédecine, c'est vrai que c'est un outil qu'il faut utiliser, qu'il faudra utiliser de plus en plus, mais ça ne résoudra pas tout. Ça servira beaucoup pour les EHPAD, mais la télémédecine ne remplacera pas la main d'un médecin sur un ventre pour savoir si c'est chirurgical ou médical. Soufflez. Videz bien vos poumons. Et j'en fais ça 3 fois de suite. Allons-y. Si on laisse faire les choses, jusqu'en 2025, ça va aller de mal en pis. Ça fait 2, maintenant encore une 3e. Et les médecins vieillissent, et les médecins se lassent, les médecins se fatiguent, les médecins tombent malades. Et on ne peut pas tous jouer les prolongations parce qu'on peut être saturé, on peut en avoir marre. Et puis, on devient moins performant. C'est vrai qu'on n'a pas forcément les bons réflexes qu'on peut avoir les jeunes médecins. Oh oui, docteur, ça c'est vrai. On vous a adopté tout de suite, vous étiez si gentil. Pourquoi, je ne le suis plus maintenant? Oh si, bon. mais si vous n'êtes plus là. Mais je ne suis pas parti. Vous savez, on avait un bon docteur avec le docteur Journette, peut-être qu'hier, mais il nous a trouvé quelqu'un de bien, vraiment. Ben à moi, il maintenant, nous a gâtés. Moi maintenant, à moi de trouver un bien aussi. Oui, ben oui. Moi, je voudrais être foutu avant que vous partiez. Ah ben, toutes les grand-mères me disent ça. Hein. Ben, je vais avoir des décès hein, sur le dos, là. Oh. Vous avez passé une bonne fête? Oui. Je vous l'avais dit que vous étiez ma première patiente. Oui, 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 oui. On s'est vus tous les deux. Oui. Le cabinet, je venais d'ouvrir le 17 janvier 1983. Oui, 83. Et qui est la première? Oui. Regardez. Oui, c'était la première. Je me rappelle, j'avais été vous chercher que vous preniez votre chien. Ah oui, on avait un boxer à l'époque. Oui. Je vais vous appeler ma doyenne. Oui. Ma doyenne. Oui. Oui. Allez, je vous fais la Allez, bise. au revoir. Allez, Thérèse. Oui, merci, Patrick. C'est vrai que ce qui me retient aussi, c'est un peu ces personnes-là qui m'ont accordé leur fidélité et leur confiance pendant 35 ans. Et l'abandonner en disant je m'arrête parce que j'ai l'âge de la retraite ou que j'ai plus que l'âge de la retraite, quelque part, sans lui trouver de solution avec un successeur dans l'immédiat, ça me gêne beaucoup. Et j'ai l'impression là de les lâcher, de les abandonner, car c'est carrément un abandon, parce que je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Et donc c'est pour ce genre de patients que je continue. Mais ils me le rendent bien. Oh là là. Ben moi, c'est qu'il va encore venir me soigner, mais c'est pas possible. Regardez voir. Ah oui, pas trop. Vous savez dans quoi je me suis raccrochée? C'est dans ce truc-là. Là. Ça va. Voilà. Bon, c'est rien. Non, c'est rien, mais c'est pas beau non plus. Allez, Suzanne, je vous fais une grosse bise. Eh ben, moi, je suis vous souhaite contente que
que vous soyez venu. Ah bah je m'en serais voulu. Heureusement qu'on me l'a dit, je m'en serais voulu de savoir que vous étiez parti en EHPAD sans vous faire la bise. Hein? Ah, c'est fou, moi, comme des anciens comme ça, moi j'ai beaucoup de peine. Bon, non, faut pas. Mais si. Il faut pas. Allez. Vous continuez encore jusqu'à quand? Ah ben je sais pas, vous voyez, j'essaye d'accompagner mes patients qui sont tout seuls, qui sont âgés, je veux pas les abandonner. Non. Comme vous. Vous avez raison. Bon. Vous avez raison. Allez. Ah ben on est allé chez vous, hein, mon Dieu. Ah oui, avec votre homme. Mon homme. Oui, oui, il venait. Pauvre vieux. Le pauvre vieux, oui. Bon, allez, ma petite Suzanne. Oh. Mais qu'est-ce que je vais vous offrir? Rien, une bise. Une bise et un beau sourire. Oh, ça n'a pas de prix tout ça. Ça n'a pas de prix. Un beau sourire, vous savez. Je veux pas pleurer. Hein. Oh non, je veux pas de. Allez, surtout qu'on est en photo là. On est pas en photo. Allez, on se fait la bise. Allez, bon courage, ma petite Suzanne. Bonsoir, docteur. Allez, pleurez pas. Je sais bien ce que c'est. Hein. J'imagine un peu votre détresse, mais bon. Vous allez reprendre une autre vie, hein, et puis vous allez vous accommoder de la situation, hein, pauvre. Je sais bien. Je ne sais pas. La vie va changer, c'est sûr, mais bon. Et puis on s'appellera. Hein. Non. Allez, je suis obligé de m'en aller, hein, mais je reviendrai vous voir quand vous serez là-bas. Allez. Oh non, mais ça me fait. Je suis contente que vous êtes venu me voir. Oh, que je suis contente. Ben, vous allez me faire pleurer si vous continuez. Allez, Suzanne. Allez, ma foi, bonne santé, continuez bien. C'est gentil. Allez, au revoir, Suzanne. Voilà. Bon courage. Au revoir, allez, docteur. Allez, bon courage, Voilà. petite Et Suzanne. merci beaucoup d'être Allez. venu. Hein. Allez, au revoir. Voilà. J'avais pas prévu d'aller si loin. J'avais pas prévu de continuer ce chemin qui est de plus en plus rude, physiquement, psychologiquement. Mais mon Dieu, je suis pris dans un engrenage parce que je suis un peu prisonnier de ma façon de travailler et de ne pas avoir su dire non, voilà, je suis un peu prisonnier de moi-même. Je ne m'en prends qu'à moi-même. Hein. Bonjour Gisèle. Ils disent rien vos colombes aujourd'hui? Non, on sera chanté. J'avais prévu de m'arrêter fin 2017. Et puis, voyant l'inquiétude grandissante des patients, j'ai reporté donc mon départ à juin 2018. Allez, au revoir. Et finalement, je vais encore continuer parce qu'on arrivera en juin 2018, je n'aurai pas forcément de successeur, donc on va aller jusqu'à la fin de l'année 2018 parce que en aucune façon je ne pourrais abandonner mes patients. Et puis, c'est peut-être un peu égoïste, mais c'est aussi pour moi. Parce que j'ai peur. J'ai peur de m'arrêter, parce que je vais perdre ce lien social. Bonjour. Je vais perdre cette notion de servir à quelque chose. Je vais perdre mon identité. Je vais perdre mon identité, et ça me fait un peu peur aussi. C'est toujours très angoissant pour les parents, mais il n'y a rien de grave du tout. La tête d'un enfant. La richesse de ce métier, c'est la relation, bien entendu, et j'ai toujours le souvenir de patients qui, la poignée de main et le regard pour me dire merci, ça n'a pas de prix. Alors, j'aimerais trouver quelqu'un qui me permette de partir en douceur, par exemple de faire que des visites, continuer à voir mes anciens qui me réclament, qui ont besoin de moi, pour avoir cette chance encore de garder un petit peu d'utilité quelque part. Je me rappelle plus du nom de mes enfants. Je trouvais que j'ai de la tête. Mais jusqu'à maintenant, vous me reconnaissez. Tant que vous me dites... Ça, vous êtes la première personne dans ma vie, faut dire. C'est vous qui me maintenez en vie. Alors, bon.
C'est vrai que c'est dans ma tête, je crois que je n'ai pas encore fait le pas de me dire, ben top, tu arrêtes. Il faut que tu continues. Pour le moment, ben, je continue.